beaucoup de mal à traverser ce caniveau avec elle et les bébés et les enfants. Heureusement, la voisine en face qui nous a accueillis aussi, parce que si elle n'était pas là, merci Seigneur, il n'a pas plu non plus, parce que le caniveau, avec le... Voilà, on ne saurait pas où aller, parce qu'on ne pouvait pas monter. Les sinistrés de l'incendie de Héry encore sous le choc. Une partie d'entre eux ont été logés en salle paroissiale à Fa'a. Ils ont reçu la visite de la ministre du Logement et du président du pays. L'urgence aujourd'hui, leur trouver un logement. 400 millions d'investissements pour 2 nouvelles tours à glace au port de pêche, un outil incontournable face à la montée en puissance des capacités de pêche. Le projet est dans les tuyaux pour un appel d'offres en fin d'année. Nous en parlons ce soir avec le ministre de l'Agriculture et des Ressources marines, Taïwini Teai. Il est notre invité. Pas de frénésie pour les soldes, en cause les promotions pas si lointaines, les fêtes de fin d'année, mais aussi l'inflation. Les consommateurs lèvent le pied sur les achats plaisir. Course à pied, surf, rugby, judo et musculation sont les ingrédients de notre journal des sports de ce soir. Madame, Monsieur Yorana, bienvenue dans votre journal. Après l'incendie survenu donc hier dans le quartier Héry de Fa'a, une partie des sinistrés ont été accueillis dans une salle paroissiale de la commune. Pour ces familles qui ont reçu la visite des autorités du pays, l'heure est à la reconstruction après avoir frôlé le drame. Reportage de nos journalistes Nicolas Pérez, Vaitiarinauta. 24 heures après l'incendie, les familles sinistrées doivent aujourd'hui se réparer et surtout faire le deuil des biens et souvenirs partis en fumée. Pour Manouya et sa fille, encore sous le choc, leur évacuation tient encore du miracle. On a eu beaucoup de mal à traverser ce caniveau avec elle et les bébés et les enfants. Heureusement, la voisine en face qui nous a accueillis aussi, parce que si elle n'était pas là, merci Seigneur, il n'a pas plu non plus, parce que le caniveau, avec le... Voilà, on ne saurait pas où aller, parce qu'on ne pouvait pas monter. Le propriétaire, accusé d'être un vendeur de sommeil, encaissait chaque mois des loyers d'environ 70 000 francs pour un studio. Des loyers conséquents pour ces logements faits de tôle et de bois qui ne respectent pas forcément les normes en vigueur. Pourtant, impossible pour les sinistrés de le condamner. De toute façon, lui, il est conscient aussi. Il fallait qu'il nous dise à nous-mêmes de trouver autre chose, parce qu'il sait très bien que ça va s'écrouler, c'est dangereux. Parce que lui-même, il est âgé aussi, donc il faut le comprendre. Logés dans la salle paroissiale Tarirea, située dans la commune de Fa'a, les familles ont reçu ce matin la visite des autorités du pays. L'occasion pour ces dernières de déposer des vivres et autres produits d'hygiène. Il s'agit maintenant de leur trouver un nouveau logement en urgence. Si l'association Agence immobilière sociale de Polynésie aurait identifié 18 logements vacants à Papeete et Papara, le pays étudie une autre option. On a une autre solution qui est celle des tiny houses qui sont disponibles à l'OPH. Mais par contre, on n'a pas de foncier pour ériger ces tiny houses. Donc on est en train de réfléchir avec la mairie qui va essayer d'identifier éventuellement un foncier communal. Et puis nous, on va recenser les fonciers au niveau du pays qui pourraient servir en transit pour l'érection de ces tiny houses. En parallèle, la solidarité est de mise. Si la valse des bonnes fées a commencé avec son lot de produits et linge en tout genre, la ministre en charge du logement tient à faire appel aux dons. Les gens qui nous entendent, vous pouvez tout à fait faire des dons de nourriture, parce qu'il y a des enfants, il y a des bébés, il y a aussi des adultes, des femmes bien sûr et des hommes. Tous les dons sont bien sûr les bienvenus. Au contraire, moi je dis que nous sommes tellement un peuple communautaire et humanitaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je dis déjà merci à tout le monde pour vos dons. Au total, 55 personnes, dont une dizaine d'enfants, sont aujourd'hui sans domicile.
Selon les services sociaux, ils viennent s'ajouter à la centaine de sinistrés des intempéries de décembre. Elle est indispensable pour la fraîcheur des prises et pourtant elle vient cruellement à manquer. Il s'agit de la glace et comme la CTC l'a rappelé, les tours à glace tombent fréquemment en panne au point de rallonger les délais d'approvisionnement et de coûter cher à la société du port de pêche de Papeete, la S3P. Après des années de report, les deux tours devraient enfin faire peau neuve. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Ce sont des vieilles machines de 20 et 30 ans. Les tours à glace ont subi les assauts du temps et n'ont jamais été remplacées. Les pannes à répétition pèsent sur les comptes de la société en charge du port, la S3P. Face à la vétusté des structures, il n'y a pas d'autre choix que de les remplacer. En termes estimatifs, mais on tournerait autour de 200 millions par tour à glace. Et donc un marché a été lancé et donc vient de démarrer avec l'objectif de disposer de 2 nouvelles tours à glace, on l'espère, début 2026. Il y a une tour qui sera démontée pendant que l'autre sera en fonctionnement pour éviter d'arrêter totalement la production. En attendant, la production de glace tourne au ralenti. Le port ne peut fournir que 10 tonnes par jour. Nous avons une tour à glace qui est arrêtée, la tour à glace numéro 1, et qu'on doit remettre en exploitation d'ici un mois. Donc nous fonctionnons actuellement que sur la tour à glace numéro 2, qui produit donc tous les jours, mais avec une production réduite suite à ces problèmes mécaniques. Un manque à gagner pour la S3P, mais aussi pour les pêcheurs. Sur les quais, il n'est pas rare de croiser des capitaines obligés de retarder leur départ en campagne. Ça nous pénalise parce qu'on ne part pas aux dates voulues, parce qu'on a un planning, on a un prévisionnel à respecter, entre les dates de départ et les dates de déchargement. Plus s'il y a du poisson et que tu ne peux pas aller le chercher, c'est dommage. Je devais déjà partir, mais comme je n'ai pas pu avoir de la glace, donc voilà, ça m'a retardé. Après, si on peut avoir des nouvelles, ce serait bien pour nous tous là. Les armateurs n'ont pas attendu pour chercher du froid. Modernisation de la pêche hauturière oblige. Les nouveaux navires sont désormais équipés de machines à glace produites à partir de l'eau de mer. De quoi réduire la quantité de glace embarquée. C'est le cas de ce capitaine qui charge habituellement 4 tonnes de glace depuis les quais. Comme je ne pêche pas à côté, je fais 4 jours de route avec ma machine à glace, 1 tonne par jour. Donc ça me fait 8 tonnes arriver à ma zone de pêche. Et après, arriver à ma zone de pêche, 1 tonne par jour pour mes 12 lâchers. Si j'ai pas de problème, ça va, ça tient le coup. Paradoxe, alors que les ventes de glace automnières reculent, elles augmentent du côté des marailleurs. Car les volumes de poissons débarqués sont en hausse depuis 3 ans. Et pour garantir la fraîcheur des prises, il faut de la glace en quantité. Depuis 2020, oui, voilà, on est à peu près une hausse en pêche à peu près 1000 tonnes de plus par an. On est passé de 4800 tonnes en 2020 à 7800 tonnes en 2023. Mais pour honorer les ambitions du pays, à savoir tripler les volumes de pêche, il faudra bien concrétiser un projet de réaménagement avec des équipements opérationnels. Même la 3e tour la plus récente installée en 2012 est à l'arrêt. Un problème de logiciel d'automate empêche de l'utiliser. Retrouvez l'article complet sur TNTV News. Et comme à chaque début d'année, prestataires, agents municipaux et commerçants s'activent pour redonner un coup de propre et de neuf au marché municipal Mapuru Paraíta et à ses étals. À ce deuxième dimanche, après ouverture, le marché est bondé de monde. L'occasion pour le ministre de l'Agriculture et des Ressources marines de faire une petite visite de courtoisie. Les images sont signées à Vaitiere Nauta. Après le grand nettoyage de printemps au début d'année, place aux exposants. Le marché Mapuru Paraíta a réouvert ses portes le 10 janvier et comme tous les dimanches, l'activité de ce poumon de l'île bat son plein. À l'intérieur comme à l'extérieur, les étals sont bien achalandés. On y retrouve tous les mets traditionnels, les fruits et légumes et autres poux à rôti, tant qu'on voit. Celui-là, ça c'est le nature. Oui, avec le changement, c'est bien propre le marché. Dimanche dernier, on a remarqué là où il y a les toilettes. Mais après, là, ce matin, c'est comme si c'était revenu comme ça. En fait, c'est les gens. Inventaire, ménage, dépoussiérage, petits travaux, tout est fait pour mieux accueillir les visiteurs. Mais il faut se battre pour obtenir la meilleure place. Les pêcheurs profitent de la visite ministérielle pour réclamer des attributions d'étals plus favorables. Je me retrouve derrière. Donc il faut que j'attende pour 3 semaines que j'arrive devant.
Donc, tu vois. Aujourd'hui, tu vends pas alors? Si, mais je vais sur les tables quand il n'y a personne. Tu vois. Comme doléance qu'on a mis devant le ministre, c'est nos emplacements. Parce qu'on a un problème actuellement sur nos emplacements. Quand tu chemines de la lettre A, arrivé jusqu'à la lettre P, ensuite tu bascules carrément à l'arrière. Le seul problème à l'arrière, il n'y a pas de circulation pour les clients. Les clients ne viennent jamais derrière. Donc on a du mal à écouler notre marchandise et des fois on ramène une moitié de glacière encore chez nous à Tautir. Aujourd'hui, 233 exposants réguliers auxquels s'ajoute une centaine de vendeurs supplémentaires chaque dimanche animent la plus vieille attraction de Tahiti. Et nous accueillons à présent sur ce plateau Tavini Teai, ministre de l'Agriculture et des Ressources marines, Tavini Teai Yorana. Alors dites-moi, on va commencer tout d'abord avec le premier sujet qui est passé juste avant celui du marché, sur les 2 tours à glace qui vont enfin être remplacés. C'était une priorité pour atteindre les objectifs du pays. Oui. Mais avant de commencer, avant de vous répondre, je voudrais d'abord envoyer tous mes vœux de nouvelles pour cette nouvelle année 2024. Et en effet, lors de ma prise de fonction, j'ai tout de suite été informé des difficultés rencontrées par rapport au fonctionnement de ces tours à glace. Et donc il est urgent en effet pour répondre à cette volonté du gouvernement de tripler le quota de pêche hauturière, d'avoir ce système qui fonctionne au bénéfice, comme vous l'avez vu comme on l'a vu dans le reportage, non pas peut-être forcément des bateaux de pêche, puisqu'on va vers une amélioration technique en intégrant de la glace à l'intérieur des navires. Donc on va soutenir tout développement de bateaux hauturiers avec cette glace en porte qui peut être faite à l'intérieur des bateaux, mais surtout au niveau des mareyeurs. Parce que lorsque le poisson revient sur le port, il faut de la glace en effet pour conserver et garantir l'hygiène de ce produit. Justement, vous parliez de triplement de volume, le pays qui veut tripler donc les volumes de pêche, mais ce sont les volumes de quelle année qu'on veut tripler d'abord, sachant que chaque année, il y a 1000 tonnes de plus. Alors, chaque année, c'est vrai qu'on assiste à une belle progression depuis les dernières années. L'objectif que le gouvernement se fixe est d'atteindre les 18 000 tonnes de poissons hauturiers, c'est-à-dire thon, espadon, et aussi d'intégrer maintenant le mémeil et voir aussi la bonite. En parallèle, il y a une aide pour l'achat d'équipements réfrigérés, une aide importante quand même, 80%. À quel point c'est important aujourd'hui que tous les navires soient équipés de systèmes réfrigérés? Alors, justement, c'est dans les nouveaux navires, en tout cas dans les navires qui sont maintenant développés, il est important d'avoir ces osmoseurs, la possibilité qu'ils fassent leur propre glace, parce que là encore, ça a été bien montré dans le reportage que vous avez fait, ça permet d'alléger finalement le poids du navire. Et qui dit allègement du poids du navire, dit économie de carburant. Donc c'est gagnant-gagnant en fait, aussi bien pour l'exploitant que pour la planète. Est-ce que cela ne va pas justement accentuer le manque à gagner pour le port de pêche sur les ventes de glace? L'objectif est de réévaluer en fait les possibilités de fonctionnement du port de pêche. Et si on augmente en effet les capacités de prise, à un moment donné, il faut traiter la marchandise sur place. Donc en fait, la glace qui sera générée par le port de pêche servira à ce moment-là pour les transferts et pour les mareyeurs. Donc non, ça va pas amoindrir en fait les rentrées pour le port de pêche. Selon le rapport de la CTC, l'avenir du port de pêche est suspendu à des décisions que le pays tarde à prendre. Aujourd'hui, y a-t-il un projet de réaménagement en profondeur à des infrastructures dans les tuyaux? Oui, tout à fait. On a, avec le ministre des Grands Travaux, qui a la tutelle du port autonome, mise en place cette réflexion dans le cadre d'un schéma directeur en fait, de réaménagement du port. Et comme je vous l'ai dit, c'est cette réflexion importante que nous avons à mener.
développer, laisser ce port de pêche pour de papeterie au bénéfice des hauturiers, envisager peut-être une délocalisation. C'est toute cette réflexion que nous menons avec le ministre des Cantabo, Jordi Chan, mais également, bien entendu, avec les mareyeurs, avec les hauturiers et avec le service, le S3P, la direction du port de pêche. Justement, selon les professionnels du secteur qui, pour leur part, se sont engagés dans un processus d'agrandissement et de modernisation de leur flotte, il y a urgence. Oui, il y a urgence. C'est vrai que des décisions ont manqué d'être prises. Maintenant, il revient au gouvernement actuel de les prendre. Le modèle de gestion et de financement actuel du port de pêche de Papeete n'est plus adapté. Comment faire pour l'accompagner vers un modèle plus vertueux? C'est toutes ces réflexions que nous sommes en train de mener avec la direction du port de pêche, d'équilibrer son budget. Donc, dans les médias, en fait, les discussions ont lieu avec les pêcheurs. Je souhaiterais que ce soit le directeur ensuite qui en fasse information. La venue d'Hervé Berville a permis d'officialiser un premier comité stratégique de la mer avec une gouvernance plurielle. Quel sera son rôle? Son rôle, c'est d'établir les directives de circulation, les directives de surveillance au niveau de cet espace, de ce plus grand espace maritime de la ZEE. Et ça fait partie justement d'un des sujets de discussion du président lors de son déplacement actuellement en métropole dans le cadre du SIOM. On va parler à présent du marché, c'était le sujet précédent, marché de Paraitta. Quelles sont les principales inquiétudes des exposants? C'était marqué dans le reportage, c'est une visibilité par rapport aux consommateurs. Mais il y a une nécessité, je discutais avec la directrice du marché, de sécurité. Donc c'est vrai que c'est ces réaménagements qui sont nécessaires au niveau sécurité du marché. On l'a vu dans le reportage que vous avez diffusé précédemment sur l'incendie. Il y a obligatoirement nécessité de sécurité. Donc ça l'a conduit en effet par rapport au nombre d'exposants à voir ces espaces devant le consommateur, devant le public. On n'est pas forcément en première place. Bon, ça, c'est des réflexions qui sont amenées au niveau de la commune de Papeete. Mais je voudrais passer un message, je voudrais profiter de ma présence ici, parce que c'est un élément auquel la directrice du marché m'a informé. Je souhaiterais le passer auprès des agriculteurs, mais également justement des clients, des consommateurs. C'est que on veut aller également vers une diminution de notre plastique, vers un développement éco-durable. Et donc, je demande maintenant aux consommateurs, on va interdire les plastiques. Et donc, nos revendeurs, notamment de légumes, ne vont plus pouvoir proposer des plastiques pour mettre les fruits et légumes. Et donc, ça va être au consommateur de venir avec son propre sac pour ensuite avoir ces produits à disposition. Donc, préparez-vous, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. Ne venez pas, en fait, par rapport aux agriculteurs qui, justement, eux, font tout pour préserver l'environnement, leur dire, mais pourquoi tu n'as pas de plastique? C'est justement pour aller vers cette préservation de l'environnement. Et venez avec vos propres sacs. Et pourquoi pas avec les anciens paniers paoré pour faire comme le faisaient nos ancêtres. Oui, tout à fait. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Marou. Les soldes qui démarrent le 17 janvier, c'est beaucoup trop tôt pour la plupart des commerçants, d'autant que l'inflation pèse déjà sur le budget des Polynésiens et ça se voit en particulier dans les boutiques de vêtements. Esther Parot-Cordette. Dans les allées quasi désertes des magasins, on ne se bouscule pas pour dénicher des vêtements ou des chaussures à prix cassé. Acheter utile et moins cher, c'est le mot d'ordre des consommateurs. On va un peu partout regarder ce qu'il y a ou pas. Il y aurait quelque chose organisé par la famille et je suis venue m'acheter une robe.
Malgré des rabais pouvant aller jusqu'à moins 50%, les clients sont rares à ressortir un sac à la main. L'accès à des promotions tout au long de l'année, les achats sur Internet, un pouvoir d'achat en baisse et des fêtes de fin d'année qui viennent juste de finir, autant d'éléments qui font craindre aux commerçants des soldes plutôt moroses. Peut-être que pour les soldes, c'est un peu dur aussi pour eux aussi, malgré les prix qui sont bas comme ça, quoi. Je pense. Hein? Autre frein à la consommation, le changement de date. Les soldes s'étalent sur 3 semaines et commencent en milieu de mois, comme voulu par la Chambre de commerce. L'année dernière, la période, les soldes avaient commencé le 25 janvier, donc en fin de mois, pour se terminer le 12 février. Cette année, c'était hier pour se terminer le 4 février. Ça peut expliquer effectivement sur le fait que les salariés n'ont pas encore reçu le salaire et donc ça attend un peu peut-être la fin du mois pour pouvoir dépenser. Les commerces du centre-ville subissent de plein fouet les arbitrages des consommateurs. Les clients lèvent le pied sur les achats plaisir. Les ventes dans le secteur de l'habillement en 2023 ont baissé de 15 à 20% par rapport à 2022. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Les soldes sont le seul moyen où les magasins ont le droit de vendre à perte. Du récit à la poésie, en passant par la bande dessinée, la chanson, le conte ou la littérature jeunesse. Pour sa 7e édition, la Nuit de la lecture a fait la part belle au corps à Tétino, un thème en lien avec les Jeux Olympiques que la Maison de la Culture accueille cette année. Les familles ont pu explorer les différents espaces de Tefari Tawitinui avec plusieurs animations au programme. L'événement s'est clôturé avec un spectacle de Tahiti Pole Art et Litérama Oi, combinant ainsi les arts aériens et le Ori Tahiti sur des textes d'écriture polynésienne. Et vous le voyez, Oriano Tefo nous a rejoint en plateau. C'est l'heure du journal des sports. Car c'est la reprise des compétitions sportives. On en parle tout de suite. Athlétisme, surf, rugby, judo et musculation, c'est maintenant. Et hier, la Fédération d'athlétisme de Polynésie française a lancé sa saison avec le championnat du 5 km sur route. Et 96 coureurs étaient sur la ligne de départ au stade de Punar où, en l'absence de cadors comme Benjamin Zorniotti et Teva Poulain, Cédric Van s'est imposé chez les hommes. Et chez les dames, c'est tout simplement Océane Tanguy qui l'a remporté, le compte rendu de Désiré Teva. Sous une pluie fine, les coureurs effectuent 2 boucles entre le stade de Punaru et la zone industrielle. Chez les hommes, un trio composé de Cédric Van, Damien Trocny et du jeune espoir Kouai Schmidt prend rapidement le contrôle de la course. Les hommes de tête sont au coude à coude tout le long du parcours. Cédric Van force compagnie à ses adversaires sur les 200 derniers mètres. Il l'emporte en 16 minutes et 45 secondes. Je pense que ça fait presque 4 ans que je n'ai pas fait le 5. Pour diverses raisons, mais je me suis dit que cette année, il était temps de revenir voir un peu où j'en étais. Parce que voilà, c'est bien d'avoir un peu des jalons comme ça dans l'année avec des distances, on va dire, standards, pour savoir où on en est un peu dans la prépa. Mais au niveau sensation, je suis plutôt satisfait. Du côté des dames, la lutte pour la victoire a aussi été très disputée. Océane Tanguy et Clémence Ded ont eu fort à faire face à la très prometteuse Angèle Richard, 14 ans seulement et médaillée de bronze aux 1500 mètres aux derniers Jeux du Pacifique. Mais à l'image de Cédric Van, Océane Tanguy attend les derniers mètres pour s'imposer en 19 minutes et 24 secondes. Ça s'est très bien passé, je suis contente de mon chrono. J'ai fait 8 semaines de prépa, donc ça a payé, je suis contente. Le parcours était favorable, surtout avec les conditions météo. Donc il faisait bon, frais, donc ça a aidé aussi au chrono. Parmi les 86 coureurs, on retrouve des fidèles de ces rendez-vous comme Yannick Obinou. Elle n'a pas hésité à braver la pluie et à faire des kilomètres depuis la presqu'île pour prendre le départ de la course. Même si j'arrive la dernière, c'est pas grave.
je vais courir pour retrouver les copains. Parce que moi, si tu veux, en 83, j'étais ici à un premier séjour. J'ai eu un très grave accident. J'ai un pied greffé. Et donc, pendant des années, j'ai rien pu faire. J'ai commencé à courir en 2015. Et puis, comme je suis âgée, si tu veux, j'étais deuxième dans ma catégorie. Et maintenant, ma soeur 4, je suis première. Alors, je cours. Et j'ai plein de médailles. Prochain rendez-vous le 10 février pour la populaire course de la Saint-Valentin. Et la première étape de la Tahiti Open Tour s'est disputée ce week-end à l'embouchure de Papineau. Et oui, 80 compétiteurs, toutes catégories confondues, se sont affrontés en surf, en bodyboard, en e-board, en longboard et en stand-up paddle. Tout de suite, le reportage d'Andy Ebb. Excellentes conditions, il n'y avait pas de vent, il y avait du offshore ce matin. Là actuellement il y a le taureau qui vient de souffler, mais ça ne dérange pas, il y a des très bonnes conditions de vague. Des conditions idéales pour réaliser de bonnes performances, les riders donnent tout pour aller le plus loin dans la compétition. Mais la concurrence est rude. Il n'y a que des tueurs là, dans les séries et il faut se battre jusqu'au bout pour passer, quoi. La compétition se dispute par série éliminatoire de 3 à 4 riders selon le nombre d'inscrits. Seuls les 2 premiers de chaque série sont retenus pour le round suivant. On a un maximum de vagues, 15 vagues maximum, mais il y a des plus 8 vagues comme ça, pas aussi prendre n'importe quoi. Après, par élimination, les 2 premiers qualifiés, le 3e, 4e éliminés. Avec une figure aérienne emblématique ou El Rollo, dans le jargon du bodyboard, Larry espère scorer un maximum de points. Et les compétiteurs, ils ont faim. J'essaie de m'en sortir du mieux que je pouvais. Avant le lancement de la série, il y avait plein de séries qui passaient, les vagues venaient. Et au moment où on a lancé, il n'y avait pas beaucoup. Du coup, il fallait être patient, il fallait juste bien choisir sa vague. Et puis essayer de faire ce qu'on fait le mieux, d'envoyer des manœuvres. Vahine Fierro démontre sa suprématie et s'impose dans sa série. Sans surprise, elle passe au round suivant. Je surfe contre des plus petites que moi, une génération un peu plus jeune, mais ça les pousse eux, donc je suis contente de pouvoir les aider à sortir de leur zone de confort. Donc voilà, je suis là pour participer et me mettre un peu en route pour cette année. Aujourd'hui, les vagues sont là, donc il faut choisir les bonnes. Quand tu es sur la vague, pousser le plus fort pour pouvoir gagner le maximum de points sur chaque manœuvre. Les 4 meilleurs des catégories de moins de 18 ans sont retenus pour les séries Open face aux adultes, une confrontation qui relève le niveau. Aujourd'hui, j'ai une 2e série du round homme à passer. Donc ça, c'est mon gros objectif parce que j'ai envie de passer aussi des séries dans la catégorie homme. Il me pousse beaucoup, donc c'est bien de pouvoir me challenger un peu contre le niveau des Tahitiens ici. Fraîchement élu, le nouveau président de la Fédération de surf constate l'engouement autour du surf en ce début d'année. Beaucoup d'inscrits, donc on démarre bien l'année. Il y a beaucoup de nouveaux aussi qui arrivent. Il y a un bon niveau de surf, bodyboard. Il y a des filles, pas mal de filles aussi. Donc très content de cette première étape du championnat Open Tahiti Tour. Max Wazna a du pain sur la planche, il doit assurer la continuité des projets en cours, mais aussi prévoir les prochains grands rendez-vous comme la Reirua Horué en février, la Tahiti Pro en mai et surtout l'épreuve de surf des Jeux Olympiques en juillet. Oui, JO, déjà aussi le porteur de la flamme, qui je rappelle, ça va être le 13 juin. C'est un grand moment parce qu'on aura l'honneur de débuter le passage de la flamme avec Hira Tirenatofan, notre porteur de flamme, et avec 24 autres layeurs collectifs. On va débuter à 6h du matin de Tahupo. Donc ça va être un super moment. La première étape de la Tahiti Open Tour s'est poursuivie aujourd'hui, la deuxième se tiendra en juin. Et la Fédération tahitienne de VA n'était pas la seule à tenir son assemblée générale ce week-end. La Fédération polynésienne de rugby a procédé hier aussi au renouvellement de son bureau fédéral. Et seul candidat en lice, Patrick Lopez Diop, prend la suite du président sortant Laurent Tardieu. Les précisions dans ce reportage de Désiré Teiwao. Merci Patrick de prendre la suite et de relever le défi qui est notre rugby polynésien, qui est sur de bonnes voies depuis 8 ans et je suis persuadé qu'il continuera sur la bonne voie. Donc je te fais la passe. Une passation de pouvoir dans la plus grande sérénité entre le président sortant Laurent Tardieu et son successeur Patrick Lopez Diop. Au cours de son seul mandat à la tête de la Fédération polynésienne de rugby, Laurent Tardieu et son bureau ont notamment travaillé pour renouer des liens avec la Fédération française et océanienne.
On a repris des relations avec la Fédération française qui nous permet d'avoir accès à certains dispositifs qu'ils mettent en place pour le développement du rugby. Et on vient d'avoir notre validation comme full member aux Oceania Rugby qui nous permet de participer aux compétitions de Oceania Rugby à moindre frais puisque beaucoup de choses sont prises en charge par Oceania Rugby. Donc ça c'est une grande étape au niveau des finances et ça permet à nos sélectionnés d'avoir des objectifs intéressants pour monter en niveau. Son successeur à la tête de la FPR est un visage connu de l'Ovalie au Fénois. Patrick Lopezio est l'un des membres fondateurs du club de Pirée. Impliqué déjà depuis quelques années au sein de la fédération, au niveau de la formation des jeunes, le nouveau dirigeant et son équipe auront la charge de présenter une sélection compétitive en vue des Jeux de 2027 organisés à Tahiti. Et on a 3 ans et demi pour se préparer. Ensuite, on a des ressources qu'il faut aller chercher. Il faut se confronter beaucoup à l'international. Donc ça va être tout l'enjeu, c'est de trouver des financements pour pouvoir se confronter à l'international. Ne pas oublier nos joueurs qui sont en métropole, qui performent, qui sont dans leur club. Et puis après, on va beaucoup compter aussi sur la génération qui arrive, hein, les U16, U18, U19, sur lesquels on mise beaucoup, puisque c'est des jeunes qui auront 22, 23, 24 ans en 2027. Et ces jeunes-là, on y croit beaucoup. Les amateurs de rugby retrouveront les terrains à la mi-février avec la Coupe de Tahiti. Ils enchaîneront ensuite jusqu'en juin avec le championnat à 15 avant d'attaquer les Océaniens en juillet. Et chaque année, c'est un rituel mondial pour les judokas. Le Kagami Biraki, à la cérémonie des vœux, une tradition japonaise prise très au sérieux par ses pratiquants. Oui, ici aussi au Fénois, nos adeptes se sont rassemblés au dojo fédéral de Fatawa pour honorer cette cérémonie comme il se doit. Nous étions sur place. Sur les tatamis, toutes les ceintures noires sont réunies face au plus gradé. Une coutume des samouraïs reprise en 1884 par Jigoro Kano, fondateur du judo. Alors c'est très respecté et au niveau de la fédération française, c'était la semaine dernière à Paris, au dojo national à Paris, avec la remise des hauts gradés, 6e, 7e, 8e dan. L'objectif est effectivement de réunir tous les ceintures noires. Il n'y a rien qu'à voir l'ambiance. Il y a des gens qui ne se sont pas vus depuis 1 an, voire même il y a des gens que je n'ai pas vus depuis 2-3 ans, qui sont venus aujourd'hui. Donc c'est un moment où on est ceinture noire. Donc c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée. Et donc on est vraiment tous heureux de se retrouver. L'occasion pour nos pratiquants locaux de retourner aux sources de cet art martial. Au programme, une démonstration de Nage no Kata, une série de projections de judo, puis un autre kata en Iaido, l'art de dégainer le sabre, une discipline associée à la fédération polynésienne. C'est ensuite la sélection tahitienne qui a été mise sous les feux des projecteurs. Elle a décroché 18 médailles dont 4 en or au dernier Jeux du Pacifique. Enfin, 4 ceintures noires ont été remises par les anciens présidents de la fédération locale. Je leur ai demandé qu'ils remettent la ceinture blanche, puisqu'au temps de Jigoro Kano, il n'y avait pas de ceinture de couleur. Donc les élèves étaient ceinture blanche. Et le jour où ils passaient Yudanshi, c'est-à-dire expérimentés, initiés, ils avaient la ceinture noire. Donc ils passaient directement de la ceinture blanche à la ceinture noire. Les ceintures de couleur ne sont arrivées que très longtemps après. C'est une grande étape dans la vie de judoka et puis c'est un objectif à atteindre pour nous. Alors c'est un commencement dans la voie de l'apprentissage du vrai judo et un objectif atteint, le premier d'une longue liste. La cérémonie s'est terminée par la photo de famille. Nos judokas se retrouveront sur les tapis le samedi 10 février pour le championnat de Polynésie individuel. Place maintenant donc aux résultats des compétitions en bref et en images. En football, la seconde partie de saison a débuté hier avec les traditionnelles phases de play-off et play-down. Concernant d'abord les clubs engagés dans la lutte pour le maintien, le Tayalapu Football Club, Puewete et Manava, en empochant les 4 points de la victoire, sont sortis indemnes du piège, respectivement tendu par JT, l'OM et Papeno. Enfin, le choc de la première journée des play-offs a lui aussi tenu toutes ses promesses. Hier soir, Aloui Ganivet, le champion d'automne, devant son public, n'a fait qu'une bouchée de l'AS Tamari Punaru. Un premier succès en 2024, remporté 4-1. Le club de Sébastien Labayenne se partage avec Vénus, le siège de leader. Le club des Finlames de Aroué a organisé ce week-end au complexe Boris Leontiev la première compétition d'escrime de l'année. Hier, la journée était consacrée aux enfants. Une quarantaine de jeunes espoirs venus des clubs de Taravao et de Papeete se sont affrontés au fleuret et à l'épée. Le but principal, c'est le plaisir de faire de l'escrime et surtout pour des enfants qui s'entraînent dans les clubs respectifs à longueur d'année, de pouvoir
passer sur des pistes, faire des compétitions et bien sûr obtenir les médailles. Et ça, quand tu vois la remise des médailles, tu vois les yeux des enfants, ça va de 7 ans à 70 ans. Hein. Quand tu as la médaille, tu as les yeux qui brillent. Et c'est un sport comme un autre, hein. Ça s'apparente un peu, je dirais, à la boxe. Le championnat élite de basketball a proposé un choc vendredi à la Mission. Le champion en titre, Excelsior, recevait dans sa salle son éternel rival de Aurei. La rencontre a été serrée jusqu'à la fin du troisième carton. Et dans les 10 dernières minutes, les protégés de Pierre Villon, emmenés par Himona Teamutuaitau et la nouvelle recrue de Aroué, Maui Ropina, ont pris l'ascendant sur leurs autres. Aurei inscrit 30 points dans le dernier carton contre seulement 10 pour Excelsior. À l'arrivée, un large succès des joueurs de Tournois sur le score de 87 à 72. Nous arrivons au terme de notre édition de ce soir. Retrouvez à 19h25 votre film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Stephen Norrington. Puis à 21h20, votre émission en capitale. Demain, c'est Emma Mathieu qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très belle semaine sur Tahiti Nu Télévision. Et on se quitte sur les plus belles images de sport de cette fin de semaine.